Pour terminer, petite surprise pour vous, pour conclure, on va écouter maintenant notre ami Lucien Francoeur nous parler de son ami et son frère en poésie, Claude Péloquin. Et on entendra par la suite sa compagne, Claudine Bertrand, et on vous écoute avec le micro ouvert après. Lucien Francoeur, merci d'être là. Il était entré dans un appartement où il y avait Denis Vanier puis une couple d'autres personnes, des peintres. Moi, j'ai vu que j'étais un bum, puis je couchais dans la rue, puis je perdais mes jeans comme encore aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'entends Péloquin, quelqu'un dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de bon, Péloquin? » Ah, il dit « Je m'en vais en retraite fermée. » Et je l'ai connu pour de bon en 70, au moment de la contre-culture. Et là, on est devenus des chums avant de devenir des amis. On devait écrire un livre ensemble il y a quelques mois. Et j'ai pris ma dernière bière avec lui après le lancement du livre de ma fille, Virginie Francoeur, et j'ai dit « Tu finis pas ta bière, Claude? » Il dit non, puis il dit « Je finirai plus jamais mes bières. » Et je me suis dit « C'est quoi, c'est encore une boutade? » Et je suis parti avec ça, puis ça m'est resté imprégné dans ma mémoire de rocker que... Il m'avait envoyé un message clair, mais on ne veut pas y croire et c'est ça. Je vais enregistrer à un moment donné son texte, Monsieur l'Indien. Puis tantôt, j'entendais quelqu'un parler de Robert Charlebois qui devrait s'en tenir à son nez plutôt qu'à sa langue, parce qu'il a dit que Péloquin, c'était pas un écrivain, mais que Régent Ducharme est un écrivain, ce qui est vrai. Mais Régent Ducharme voulait plus voir Charlebois chez lui. Alors, vous voyez, et Péloquin ne voulait plus voir Charlebois non plus. Donc, quelque part, laissons donc les morts mourir en paix. Et je vais faire ça, Monsieur l'Indien, avec mon band, autre chose. Mais là, je vais vous le lire. Monsieur l'Indien, je vous présente, oui, Monsieur l'Indien, en l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation, un beau matin, un inconnu gratte la peau du tipi de l'Indien et demande la permission de mettre un poteau en avant. Monsieur l'Indien répond, avec plaisir, on a de la place. Et selon la légende, 2 jours plus tard, Monsieur l'Indien découvre un autre poteau un peu plus loin. Ben, c'est pas si grave. Ils m'ont quand même demandé la permission. Après tout, on a de l'espace. On va aller chasser, pêcher. Le lendemain, sa femme est horrifiée. As-tu vu dehors? Il y a un gros fil. C'est quoi tu racontes, ma femme? Un cordon de fer entre les 2 poteaux d'hier. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas normal. Monsieur l'Indien, il dit fais-toi-en pas, ma femme. Ils iront pas plus loin, hein? Le gros fil va tenir les poteaux d'aplomb bien draites de bout. C'est juste pour ça. La semaine suivante, en revenant du village voisin, il découvre sa femme puis le bébé en larmes, un chemin de fer en face de sa cabane en peau de caribou. Il se mord la langue, se roule dans la poussière. Il serre sa famille dans ses bras en pleurant, en chantant en indien. Déraciné bien raide, Monsieur l'Indien. Mais comme son cœur d'homme appartient au loup, il crie en écho de montagne devant le génocide de son peuple, le plus grand génocide de la crasse humaine. Ça, c'est ma ligne à moi. Et en dansant la transe de ses ancêtres, j'espère que nos enfants verront pas ça. Mais malheureusement, oui, les enfants l'ont vu. Et le plus grand génocide, c'est le génocide des Indiens d'Amérique. On les appelle les Amérindiens parce que c'est comme si c'était plus facile d'oublier ce qu'on leur a fait.
le pays de Donald Trump. On parlait de Céline. Moi, Céline, c'est le tournant dans la littérature. C'est le coup de hache dans le front de Marcel Proust. Céline n'écrivait pas couché dans son lit à la journée avec ses miasmes, ses sueurs malodorantes. Alors, c'est un texte qui est extrait du Voyage au bout de la nuit, aux émotions muettes qui se cachent dans nos mots. En peu de mots, regardez ce que cet écrivain-là pouvait dire. Après des années, quand on y ressonge, il arrive qu'on voudrait bien les rattraper, les mots qu'ils ont dit certaines gens, et les gens eux-mêmes pour leur demander ce qu'ils ont voulu nous dire. Mais ils sont bien partis. On n'avait pas assez d'instructions pour les comprendre. On voudrait savoir comme ça s'ils n'ont pas depuis changé d'avis des fois. Mais c'est bien trop tard, c'est fini. Personne ne sait plus rien d'eux. Il faut alors continuer sa route tout seul, dans la nuit. On a perdu ses vrais compagnons. On leur a pas seulement posé la bonne question, la vraie quand il était temps. À côté d'eux, on ne savait pas. Homme perdu. On est toujours en retard d'abord. Tout ça, c'est des regrets qui ne font pas bouillir la marmite. Quand même écœurant, hein? Parce que des fois, j'en entends qui lisent 30 minutes, mais moi, je vais vous épargner ça. Vous avez connu Ève Cournoyer, je pense, la plupart d'entre vous, hein? Bon, Ève Cournoyer est venue ici, puis a traîné dans pas mal de bars, puis tous les bons, tous les côtés, puis quelle fille extraordinaire. Et j'ai eu le plaisir de l'avoir sur un de mes shows. On a fait une couple de tours ensemble. Puis cette grande fille-là, aux cheveux noirs, un peu comme Juliette Gréco, j'ai jamais pu comprendre, sans quand même comprendre un peu ce qui s'était passé. Alors, j'ai écrit un texte que j'ai remis à ses parents. Ça s'appelle « L'immense douleur », puis je vais terminer avec ça. Comme avant, et Ève en vie, ténébreuse fille fragile, aux yeux lointains, grande ranqueuse écorchée, depuis la grande cover girl, maquillée d'absolu diaphane, dans le sens du faux fuyant, petite fille des champs et puis des villes, à ton corps défendant, offerte au gratte-ciel, guitare en bandoulière, refrain à l'emporte-texte, et ta voix aux cordes fatales, en proie au destin vague, envoûtante comme radio voodoo, quand tu cours te noyer dans les alcools de défaillance, hurlante de tendresse, élevée mentale, personne pour t'assouvir en toi, vociférant tout azimut, en tes riffs de vortex affectif, tes longues jambes pour les routes. C'est Santiago faite pour la gloire, toujours trop locale et sans merci. Ton nom en marquise d'éphémère, te voici bête de scène en flagrant délire, et ton verbe se fait chair la peau, où les dieux eux-mêmes en arrachent. Sous les lascales de l'éternité ravaudée, Ève, ma sœur Ève, Ève, ma sœur Ève, ma Rimbaud de jukebox. Quelle est cette luminescence qui t'échappe quand tu scrapes tes vertiges de Satori au nom de la poésie entre les lignes, de l'amnésie collective perpétuelle, et sous ton regard de grand canif, la facticité se le tient pour dit, et le petit bonheur BS renvoyé au calende grec, le paradigme du réel révolu, dans la semaine des 3 jeudis, on se le tient pour dit, sous peine d'expulsion. Or, c'est d'Ève dont il s'agit ici, la chum de rock et de vie, la gypsy de poésie à tout rompre. Je me souviens de toi, un soir tard, de délire, comme tu étais belle, plus que belle, et encore et toujours, et un peu comme Marjo, que les anges sont venus t'écouter,
du plus loin du nirvana des Dharma Bombs. Salut, Ève, ma sœur Ève. Ne vois-tu rien venir? C'est nous, les derniers restants, les derniers rescapés d'un monde qui nous échappe, qui nous glisse entre les doigts. Merci. Bravo, merci. Rappelons que tu viens de sortir un recueil qui s'appelle Chasseur de martyrs sombres. C'est le combien? C'est le 30e? C'est mon 35e livre. C'est aux Écrits des Forges. Et c'est tiré de mes carnets intimes. Merci à Bernard Pozier d'avoir pris le temps de sortir mes poèmes des carnets. Alors, je vous aime beaucoup. Bravo. Merci, Lucien Francoeur. Et Claude Péloquin, je suis certain qu'il était très content de t'entendre. Il est ici, à quelque part.